Le 16 octobre 1942, Winston Churchill lit un télégramme urgent du Bengale. Le gouverneur avertit d'une crise alimentaire imminente. Des millions de personnes risquent la famine. Il demande l'autorisation d'importer 600 000 tonnes de grains d'urgence. Churchill inscrit sa réponse en marge. Pourquoi Gandhi n'est-il pas encore mort? Il refuse l'aide. Les navires ne sont nécessaires ailleurs. La guerre passe d'abord. Cette décision va tuer plus de 3 millions de personnes en 18 mois. C'est l'une des plus grandes famines causées par l'homme du 20e siècle. Et ce qui la rend unique, c'est qu'elle n'était pas inévitable. Ce n'était pas une sécheresse ou une destruction de récoltes naturelles. C'était une famine délibérément manufacturée par des politiques britanniques qui ont systématiquement drainé la nourriture hors du Bengale pendant que des millions mouraient de faim. Mais voici ce que les livres d'histoire britanniques omettent. Pendant toute la durée de cette famine, l'Inde a continué d'exporter de la nourriture. Du grain bengali a été expédié vers les soldats britanniques, vers les civils britanniques, vers les stocks militaires stratégiques. Les navires quittaient Calcutta chargés de riz pendant que des gens mouraient de faim dans les rues à quelques kilomètres du port. Le Bengale de 1942 est le grenier de l'Empire britannique en Asie du Sud. Population, 60 millions de personnes. Les rizières du delta du Gange produisent des récoltes massives. C'est un système en équilibre précaire. Une mauvaise récolte crée des difficultés. 2 mauvaises récoltes créent une famine localisée. Mais normalement, le transport et la distribution permettent de déplacer la nourriture des zones excédentaires vers les zones déficitaires. En 1942, ce système est délibérément détruit par le gouvernement britannique. En mars 1942, les Japonais conquièrent la Birmanie, coupant 15% de l'approvisionnement alimentaire indien. C'est gérable avec une bonne gestion. Mais le gouvernement britannique fait exactement le contraire. Au lieu de conserver la nourriture au Bengale, il lance une politique de déni, conçue pour empêcher les Japonais d'utiliser les ressources bengalis s'ils envahissent. La Rice Denial Policy ordonne la confiscation et la destruction systématique des stocks de riz dans les districts côtiers. Les fonctionnaires britanniques et indiens entrent dans les villages, saisissent tous les stocks excédentaires et les transportent vers l'intérieur ou les détruisent. L'objectif, empêcher les Japonais de trouver de la nourriture. Mais les Japonais n'envahissent jamais. Pendant ce temps, les paysans qui comptaient sur ces stocks pour survivre jusqu'à la prochaine récolte se retrouvent sans rien. Simultanément, la Boat Denial Policy confisque ou détruit toutes les embarcations capables de transporter plus de 10 personnes dans les districts côtiers. Objectif officiel, empêcher les Japonais d'utiliser les bateaux pour déplacer des troupes. Mais ces bateaux sont vitaux pour l'économie locale. Ils transportent du riz des zones rurales vers les marchés urbains. Ils permettent aux pêcheurs de gagner leur vie. En détruisant environ 66 000 bateaux, le gouvernement paralyse complètement le système de distribution alimentaire. Des milliers de pêcheurs perdent leur gagne-pain du jour au lendemain. Les villages ne peuvent plus transporter leur surplus de riz aux villes. Les marchés s'effondrent. Et tout cela est fait au nom de la défense contre une invasion qui ne viendra jamais. Mais la destruction de l'infrastructure n'est que le début. Le gouvernement met également en place un système de réquisition militaire qui draine systématiquement la nourriture hors du Bengale. L'armée britannique en Inde compte environ 2 millions de soldats. Ces soldats doivent être nourris. Le système de réquisition donne à l'armée la priorité absolue sur tous les approvisionnements alimentaires. Les achats militaires de riz se font à des prix fixes bien au-dessus des prix du marché. Cela crée un effet dévastateur. Les marchands thésaurisent le riz, attendant que l'armée l'achète à prix élevé plutôt que de le vendre aux civils locaux. L'inflation des prix alimentaires monte en flèche. En 1942, le prix du riz double. En 1943, il quadruple. Les pauvres ruraux sont immédiatement exclus du marché. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter de la nourriture, même si elle existe. Pendant ce temps, le gouvernement continue d'exporter du grain depuis l'Inde. Entre janvier et juillet 1943, au plus fort de la famine, 70 000 tonnes de riz sont exportées du Bengale vers Ceylan. Du blé est expédié au Moyen-Orient pour nourrir les troupes britanniques.
Les fonctionnaires justifient cela en affirmant que ces exportations sont essentielles pour l'effort de guerre. Mais la réalité est plus cynique. Le gouvernement a décidé que nourrir les soldats britanniques est plus important que nourrir les civils bengalis. Churchill est explicite à ce sujet. Dans des mémos internes, il écrit que tout grain disponible doit aller d'abord aux soldats britanniques, ensuite aux civils britanniques, puis aux régions blanches de l'Empire, et seulement en dernier aux natifs des colonies. Quand le vice-roi Lord Linlithgow envoie des télégrammes urgents en octobre et novembre 1942, avertissant d'une famine imminente et demandant 600 000 tonnes de grains, Churchill refuse catégoriquement. Sa réponse, les Indiens doivent apprendre à se débrouiller avec ce qu'ils ont. En décembre 1942, les premiers décès par famine sont signalés dans les districts ruraux. Les victimes initiales sont les plus vulnérables, enfants, personnes âgées, travailleurs journaliers sans terre. Le gouvernement local bengali demande l'autorisation de suspendre les exportations et d'importer de l'aide d'urgence. La demande est refusée. Le secrétaire d'État, Leopold Amery, écrit dans son journal qu'il a fait pression sur Churchill pour l'aide, mais que Churchill déteste les Indiens et refuse d'envoyer de l'aide. En janvier 1943, la famine se propage vers les villes. Des réfugiés affamés affluent vers Calcutta. Les rues se remplissent de mendiants squelettiques. Les corps commencent à s'accumuler sur les trottoirs. Et pendant tout ce temps, les exportations de grains continuent. Les navires quittent Calcutta chargés de riz, passant devant des milliers de personnes mourantes. Février 1943. La famine devient une catastrophe visible. Les gares de Calcutta sont remplies de familles déplacées. Les orphelinats débordent d'enfants abandonnés. Les hôpitaux sont submergés par des patients souffrant de malnutrition sévère. Le photographe du gouvernement documente la famine. Les images sont déchirantes. Enfants avec des ventres distendus, femmes mourantes sur les trottoirs, familles réduites à des squelettes vivants. Ces photographies sont envoyées à Londres. Le gouvernement les supprime immédiatement. Elles ne seront pas publiées avant des décennies. Le gouvernement ne veut pas que le public britannique voie ce qui se passe. Cela pourrait créer de la sympathie pour l'indépendance indienne. Au lieu de cela, le gouvernement lance une campagne de désinformation. Des communiqués affirment que la pénurie est causée par la thésaurisation par les marchands indiens, la corruption des fonctionnaires locaux et la surpopulation. Churchill blâme les Indiens, déclarant que la famine est leur faute parce qu'ils se reproduisent comme des lapins. Quand Leopold Amery présente de nouvelles demandes d'aide en mars 1943, Churchill les rejette avec mépris. Selon les notes d'Amery, Churchill a dit « Je déteste les Indiens. Ce sont des bêtes avec une bête de religion. La famine est leur propre faute. » En avril 1943, le nombre de morts quotidiennes à Calcutta atteint des centaines. La ville met en place des équipes de ramassage de cadavres qui patrouillent chaque matin. Les crématoriums sont débordés. Des fosses communes sont creusées à la périphérie. Dans les zones rurales, la situation est pire. Des villages entiers sont décimés. Les survivants mangent des sedjas. Ils en mangent des herbes, des racines, des feuilles. Certains recourent au cannibalisme. Les rapports des fonctionnaires décrivent des scènes apocalyptiques. Champs non récoltés, animaux abandonnés, maisons vides. Le tissu social se désintègre. Le système de caste s'effondre sous la pression. Les brahmanes végétariens mangent de la viande. Les intouchables et les hautes castes se mélangent dans les files pour la nourriture. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables. Beaucoup se tournent vers la prostitution pour obtenir de la nourriture. Des mères vendent leurs filles pour une poignée de riz. En mai 1943, les rapports estiment que 100 000 personnes meurent chaque mois. Le gouvernement local supplie Londres d'envoyer de l'aide. Le nouveau vice-roi, Lord Wavell, envoie télégramme après télégramme, décrivant la catastrophe et demandant 1 million de tonnes de grains. Churchill refuse. Sa priorité est de maintenir les stocks britanniques élevés en cas d'invasion allemande. Il refuse de réaffecter des navires pour livrer de la nourriture au Bengale. Mais voici le détail révélateur.
Pendant la même période, le gouvernement britannique accumule des stocks massifs en Grande-Bretagne, bien au-delà du nécessaire. En 1943, la Grande-Bretagne dispose de réserves pour plus d'1 an. Pendant ce temps, des millions de Bengalis meurent de faim. Ce n'est pas une question de disponibilité, c'est une question de priorité. Le gouvernement a décidé que maintenir des stocks excessifs pour sa propre population est plus important que sauver des millions de vies coloniales. En juin 1943, des organisations caritatives indiennes tentent d'organiser des efforts de secours. Le Congrès national indien collecte des fonds, des volontaires distribuent du riz, mais l'ampleur dépasse la capacité de toute organisation privée. De plus, le gouvernement entrave activement certains efforts. Des tentatives d'importer du grain depuis l'Australie sont bloquées parce qu'elles nécessitent des navires que le gouvernement refuse d'approuver. En juillet 1943, la mousson arrive, apportant l'espoir d'une nouvelle récolte en octobre. Mais la mousson apporte aussi le choléra qui se propage parmi la population affaiblie. Des dizaines de milliers qui ont survécu à la famine meurent de maladie. Août 1943 marque probablement le pic de la mortalité. Plus de 300 000 personnes meurent ce mois-là seulement. Les statistiques deviennent abstraites. Chaque chiffre représente une famille détruite, un village vidé, une vie éteinte par une faim évitable. Certains fonctionnaires britanniques sur le terrain sont horrifiés. Des rapports internes décrivent la catastrophe comme causée par l'homme et évitable. Mais ces rapports sont classifiés. Ils ne seront découverts que des décennies plus tard. En septembre 1943, la pression internationale monte. Des journalistes américains envoient des reportages décrivant la famine. Le gouvernement tente de minimiser les rapports, mais l'attention ne peut plus être étouffée. Lord Wavell, frustré par l'inaction de Londres, prend des initiatives locales. Il ordonne la réquisition de grains des provinces non touchées. Il met en place des cuisines de secours. Il mobilise l'armée pour distribuer de la nourriture. Mais c'est trop peu, trop tard. En novembre 1943, Churchill accepte finalement d'autoriser l'importation de 130 000 tonnes de grains d'Australie. Ce n'est qu'une fraction des 600 000 tonnes demandées 1 an plus tôt. Et cela arrive après que la pire partie n'est passée. Les navires arrivent en décembre 1943 et janvier 1944. La distribution aide à stabiliser les prix, mais des millions sont déjà morts. En 1944, le gouvernement lance une commission d'enquête officielle. La commission Woodhead passe des mois à interviewer des témoins et examiner des documents. Le rapport final, publié en 1945, est un chef-d'œuvre de minimisation. Il attribue la famine à des mauvaises récoltes, des paniques sur le marché, de la thésaurisation, des défaillances de distribution et l'augmentation de la population. Ce qu'il ne mentionne presque pas, les politiques gouvernementales britanniques. Les politiques de déni sont à peine mentionnées. Les exportations continues ne sont pas discutées. Le refus de Churchill d'envoyer de l'aide est complètement omis. La priorité donnée au stock militaire n'est pas examinée. Le rapport conclut que la famine était principalement causée par des facteurs naturels et des défaillances administratives locales. La responsabilité retombe sur les fonctionnaires indiens, les marchands et les paysans. Cette version devient l'histoire acceptée dans les cercles britanniques pendant des décennies. Mais les chiffres racontent une histoire différente. Les recherches modernes convergent vers environ 3 millions de morts entre 1943 et 1944. Pour mettre cela en perspective, 3 millions représentent 5% de la population bengali. C'est plus que le nombre de soldats britanniques morts pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Mais contrairement à l'Holocauste, qui était un génocide délibéré, la famine du Bengale était un génocide par négligence. Personne n'a ordonné le meurtre des Bengalis. Mais le gouvernement a créé les conditions de la famine, a refusé d'envoyer de l'aide, a continué à extraire des ressources et à blâmer les victimes. Les documents déclassifiés dans les années 2000 et 2010 ont révélé l'étendue de la connaissance et de l'inaction. Les télégrammes de Wavell montrent que Londres était pleinement informé. Les minutes du cabinet
montrent que Churchill a personnellement bloqué l'aide. Ces commentaires révèlent un racisme virulent. Dans un télégramme de 1944, Churchill a écrit « Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous soucier des Indiens plus que des Grecs ». Quand on lui a rappelé que des millions mouraient, il a répondu « Pourquoi Gandhi n'est-il pas encore mort ?» L'historien Madhusri Mukherjee a documenté comment Churchill a détourné des navires chargés de grains loin de l'Inde vers les réserves britanniques. L'économiste Amartya Sen, prix Nobel, a démontré que la famine n'était pas causée par un manque absolu de nourriture. Il y avait suffisamment de grains. Le problème était la distribution et l'accès. Les pauvres ne pouvaient pas acheter de la nourriture en raison de l'inflation. Le gouvernement aurait pu résoudre cela en important du grain, en contrôlant les prix, en distribuant de la nourriture gratuite. Il a choisi de ne pas le faire. Sen a montré comment les famines ne se produisent presque jamais dans les démocraties avec une presse libre, parce que le gouvernement est obligé de répondre à la pression publique. Mais dans une colonie où les Indiens n'avaient ni vote ni voix, le gouvernement pouvait ignorer la catastrophe sans conséquences politiques. Les effets à long terme ont été dévastateurs. Des millions d'orphelins ont grandi sans famille. Des communautés ont été détruites. L'économie a mis des décennies à se rétablir. La famine a radicalisé une génération, convaincue que l'indépendance était une question de survie. En 1947, l'Inde a obtenu son indépendance. Le Bengale a été divisé entre l'Inde et le Pakistan oriental. Les cicatrices de 1943 étaient encore visibles. Villages abandonnés, terres en friche, familles brisées. Dans la mémoire collective bengali, la famine occupe une place centrale. C'est le traumatisme fondateur. Mais dans la mémoire britannique, la famine est largement absente. Les manuels scolaires la mentionnent à peine. Churchill reste une figure héroïque et ses actions au Bengale sont ignorées. Ce n'est que récemment, avec la déclassification de documents, que la pleine étendue de la responsabilité britannique a commencé à émerger. La famine du Bengale n'était pas unique. C'était la dernière d'une série de famines qui ont frappé l'Inde sous domination britannique. Entre 1765 et 1947, l'Inde a connu environ 25 famines majeures. Avant la domination britannique, les famines étaient rares. Sous la domination britannique, elles sont devenues quasi régulières. Pourquoi? Parce que le système colonial a restructuré l'économie pour extraire des ressources, pas pour nourrir la population. Les paysans ont été forcés de cultiver des cultures commerciales pour l'exportation plutôt que de la nourriture. Les systèmes traditionnels de stockage ont été démantelés. Les politiques fiscales ont forcé les paysans à vendre leurs récoltes immédiatement pour payer les impôts. La famine de 1943 a poussé cette logique à son extrême. Face au choix entre nourrir les Indiens et servir les intérêts de guerre britanniques, le gouvernement a choisi la guerre. C'était une décision économique rationnelle, selon la logique coloniale. Les vies des sujets valent moins que les besoins de la métropole. Churchill l'a exprimé explicitement. Pour lui, les Indiens étaient une ressource à exploiter, pas des êtres humains égaux. Sa haine personnelle a aggravé la catastrophe, mais le système existait indépendamment de ses préjugés. La leçon est claire, la nourriture est une arme. Celui qui contrôle l'approvisionnement contrôle les populations. Dans un système où certaines vies sont considérées comme moins précieuses, la famine devient un outil de contrôle. Cette leçon n'appartient pas au passé. Les famines modernes en Somalie, au Yémen, au Soudan du Sud sont causées par des décisions politiques qui bloquent Natural Aid, détournent les ressources ou utilisent la faim comme arme. Les mécanismes ont changé, mais la logique reste. La famine du Bengale a tué 3 millions de personnes. Ce n'était pas une catastrophe naturelle. Ce n'était pas inévitable. C'était le résultat de politiques délibérées qui ont extrait des ressources pour servir l'Empire, qui ont refusé l'aide, qui ont blâmé les victimes. Et la personne qui a pris ces décisions, Winston Churchill, est toujours célébré comme un héros. Aucune excuse officielle n'a jamais été présentée. Aucune responsabilité admise. Les 3 millions de morts sont restés invisibles dans l'histoire britannique officielle, jusqu'à récemment.
Maintenant, avec les documents déclassifiés, la vérité émerge. Et cette vérité est simple. La Grande-Bretagne a affamé 3 millions d'Indiens pour nourrir une guerre, tout en exportant la nourriture de l'Inde, et a nié toute responsabilité pendant des décennies. C'est l'histoire que personne ne vous enseigne, mais c'est l'histoire que le monde doit connaître.